14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de faire une émission très intéressante parce que je suis avec Philippe Arlin, sexothérapeute mais également ami. Et je suis sûre qu'il va être au diapason de cette émission. Et oui, le sexe, est-ce qu'il ne servirait pas aussi à nous construire ? On a trop tendance à penser que la sexualité, ça sert à se reproduire. Et heureusement, aujourd'hui, pour plus de gens quand même, ça sert à avoir du plaisir. Mais la sexualité, c'est également utile pour plein d'autres choses, notamment pour cimenter la relation amoureuse, mais ça je crois qu'encore vous pouvez l'entendre. Mais il y a bien d'autres aspects du sexe qui est intéressant. Et oui, le sexe, ça sert aussi à nous maintenir en bonne santé, parce qu'on se touche, parce que le toucher améliore notre système immunitaire. Il paraît même qu'un orgasme, ça équivaut à 2 cachets d'aspirine. Alors quand même, arrêtez de dire que vous avez mal à la tête pour justifier un non-rapport sexuel. La sexualité, ça joue aussi un rôle essentiel dans notre construction identitaire. Je suis devenue femme parce que j'ai eu des expériences sexuelles, parce que j'ai vécu avec ces hommes-là. Bien sûr, j'ai été peut-être parfois un peu blessée, mais c'est ça aussi qui fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Enfin, le sexe, ça a aussi parfois un effet thérapeutique. On peut penser par exemple à ces femmes qui vont avoir une sexualité un petit peu addictive après des abus sexuels et qui quelque part quand même un tout petit peu se reconstruisent. On va aborder bien sûr beaucoup d'autres aspects grâce à vous, donc je vous invite à venir nous appeler au 0826 300 300. Philippe Arlin, bonjour, merci d'être avec nous durant ces 2 heures. Sujet peut-être un petit peu anachronique pour beaucoup, non ? Je ne sais pas si c'est anachronique, mais ça reste encore compliqué, puisque pour certains, le sexe, même si majoritairement tout le monde a des pratiques sexuelles, il y en a encore beaucoup pour qui ça reste tabou, ça reste... Donc, associer cette activité un peu sous la ceinture avec un développement personnel, évidemment que je suis pour et j'en suis persuadé, mais c'est vrai que pour certains, c'est un peu anachronique. Oui, et ben on met les pieds dans le plat, hein. On y va ? C'est parti. Oui, parce que je crois, vous êtes comme moi, vous avez entendu énormément de confidences sur des sexualités qui allaient bien, qui allaient pas bien, des moments difficiles dans sa sexualité, des moments où tout d'un coup on découvre que grâce à la sexualité on va mieux. Et c'est ça que j'ai envie de faire partager. C'est-à-dire que ceux qui nous écoutent, ils ont peut-être une sexualité actuellement qui est bancale ou des choses qui comprennent pas pourquoi ils font ça. Et on va les inviter à découvrir justement où ça les mène, cette sexualité-là, ce que ça signifie pour eux. Et pas pour la personne à côté d'ailleurs, hein. Chacun a sa sexualité. Bien sûr. Et heureusement et malheureusement, ça va jouer dans les 2 sens. C'est-à-dire que la sexualité peut servir à nous faire du mal. On peut malheureusement aller chercher dans la sexualité des expériences négatives, et dans ce domaine-là, il n'y a pas de limite. Mais la sexualité, elle est aussi du côté de l'épanouissement. Et moi, dans ce que j'observe, c'est quand on est heureux, quand on est vraiment vivant, qu'on a cette pulsion, eh bien, on est très proche du désir. Parce que le désir, c'est l'envie, c'est vraiment ce qui nous maintient en vie. Et être heureux, c'est difficile. Je crois que ça sonne avec être vivant, être en mouvement. Oser, et dans ce mouvement, il y a le désir, il y a oser, il y a... Alors, ça peut être prendre du plaisir à d'autres niveaux, mais la sexualité ne devrait pas et n'est pas absente la plupart du temps quand les gens sont vraiment épanouis et heureux. Ça fait vraiment partie du développement personnel, et je ne crois pas qu'il y ait un plus haut et un plus bas dans le développement personnel. Je pense qu'une sexualité épanouie participe à une personnalité épanouie. Oui, mais je vais revenir sur ce que vous dites. Bien sûr que parfois, on va se faire mal dans la sexualité. On va même aller chercher à se faire mal dans la sexualité. Ça, c'est certain. C'est intéressant de comprendre pourquoi à ce moment-là, on va se faire mal dans la sexualité. Et est-ce que c'est pas moins grave de se faire mal dans la sexualité que de se faire mal, par exemple, je sais pas moi, dans son métier ou avec ses enfants ou avec ou dans un sport où on va se massacrer et on va se retrouver complètement handicapé. Enfin, je veux dire, mais évidemment, si on a besoin d'aller se faire mal pour se réveiller, si je puis dire, hein, ou en tout cas pour comprendre quelque chose de soi, pourquoi pas dans la sexualité ? Ah mais non seulement pourquoi pas, mais justement il faut accueillir ces expériences parce que
elles servent. Et effectivement, il vaut mieux se faire du mal avec la sexualité qu'avec la nourriture, ou plus loin que se remettre en cause dans son travail, une addiction. Une addiction sexuelle, c'est pas la pire, enfin loin de là même. Bien sûr que non. Regarder énormément de porno, c'est pas, j'ai pas envie de conseiller ça aux gens, mais c'est pas très grave. Alors, c'est absolument pas grave si on s'en sent totalement libre et qu'on a une vie à côté après. Non, mais même si si on est addict du porno à un moment donné, ben, ça parle de nous, ça veut dire quelque chose. Et alors, allons voir quelqu'un. Encore une fois, vous mieux être ça addict du porno que d'une substance externe qui va nous détruire. Et c'est ça le côté positif, quoi qu'il arrive, de la sexualité, c'est que ça nous permet de canaliser énormément de pulsions, y compris des pulsions autodestructrices, de manière relativement protégée, j'ai bien dit relativement, parce que tout existe, mais relativement encadrée. À partir du moment où on est conscient et qu'on fait quelque chose. Je ne suis pas en train de parler des abus ou des choses, ça, non, on n'est pas là-dedans. Quelqu'un qui va violer, oui. c'est pas à lui qui fait du mal, c'est à quelqu'un d'autre, et c'est inacceptable, on est bien d'accord. Voilà. On est bien d'accord, bien sûr. Mais bien sûr, la sexualité, malgré tout, reste un champ d'expérimentation de soi-même, de son désir, de ses limites, de son imaginaire, d'énormément de choses. Et à la limite, c'est pas la sexualité qui est limitée, c'est nous par rapport au champ immense de la sexualité. Et ça nous permet, oui, je peux énormément apprendre sur moi dans ma sexualité. Oui, parce que quoi qu'on en dise, la sexualité, c'est dans le corps. Et c'est notre corps qui nous fait humains. On n'est pas des êtres désincarnés qui sont dans la tête avec des pensées extraordinaires et qui avançons plus par notre mental que par notre corps. Enfin, donc, mais vous l'avez dit tout à l'heure, la sexualité, elle va convoquer d'autres parties du corps que le sexe. Et ça va être intéressant de distinguer si on est tout notre corps ou si on est dans nos organes génitaux. Ah oui. Il y a des sexualités génitales, c'est-à-dire qui sont restées coincées autour des organes génitaux. On se touche à peine, on a une pénétration, il y a une éjaculation, puis ça s'arrête, et ça peut être une volonté des deux côtés. Et puis il y a l'implication du corps. Et quand le corps est impliqué, parce que justement nous ne sommes pas des êtres éthérés, quand le corps est impliqué, que l'esprit se met en accord avec ça, et disons-le aussi le cœur, donc quand on a la trilogie qui commence à jouer sur l'oreiller, ça devient drôlement intéressant. Eh bien voilà, cette émission qu'on vous propose aujourd'hui avec Philippe Arlin, qui me semble peut-être un petit peu curieuse pour peut-être vous là qui commencez à nous écouter, mais je suis sûre qu'à 16h, vous vous rendrez compte que ça aura été passionnant. Et ce sera passionnant parce que c'est vous aussi qui allez nous appeler et nous dire ce qui peut-être dans telle histoire sexuelle vous a modifié, transformé ou révélé. On vous écoute au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous et avec lui, on va décoder ce que vous cherchez dans la sexualité. Bonjour Margot. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe Arlin. Bonjour Margot. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez eu une période d'abstinence forcée, hein, c'est-à-dire que c'était pas de votre fait? Oui, tout à fait. Dans le cadre de ma relation de couple, mon conjoint a eu des soucis et un très fort blocage qui a entraîné une totale disparition des rapports et même de tout rapprochement physique pendant des années. Donc même pas de toucher, de tendresse? Non. D'accord. Non, plus rien. Le blocage était profond. Mais c'était quoi son problème au départ? C'est parti d'une petite maladie qu'il a eu, un problème de santé, et ça a dû un peu moins bien fonctionner. Et après, moi j'ai peut-être pas eu une bonne réaction forcément, parce que j'ai pas compris ce qui se passait, et derrière ça a bloqué. Et puis moins je comprenais, plus, c'était un cercle vicieux après. D'accord. Donc, vous étiez ensemble, hein, je suppose. Oui, tout à fait. Donc, oui. plus d'intimité, hein, on est bien d'accord. Et combien de temps ça a duré? Ça a duré 4 ans et demi. Et ça a été abominable pour moi. En fait, c'est là où je me suis rendu compte que le sexe, c'était pas uniquement un rapport. Enfin, il y avait beaucoup plus d'autres choses qui se jouaient entre nous. C'était toute cette connexion, donc à la fois intime, émotionnelle, physique, psychique, qui était plus là en fait. Ça c'était bancal.
On sent que vous en souffrez encore en en parlant. C'est revenu. Oui. C'est revenu. Les choses sont revenues. Mais moi, il n'y a pas l'épanouissement que je pouvais avoir avant. Vous êtes toujours ensemble, vous voulez dire? C'est revenu, la sexualité est revenue? Oui. Mais il y a quelque chose qui reste cassé chez vous, c'est ça? Un petit peu. Disons que ça a fait beaucoup de dégâts, moi, au niveau psychique, quand même. Ça a duré tellement longtemps et j'ai été coupée justement de cette part charnelle. Moi, j'ai besoin d'être embrassée, d'être touchée, d'être malaxée, et j'ai pas eu ça. Mais honnêtement, il y a, c'est ce que malheureusement vous avez vécu. Mais il n'y a rien qui justifie de ne pas prendre l'autre dans ses bras, de ne pas s'expliquer, de dire excuse-moi en ce moment, c'est vraiment compliqué la sexualité, mais de témoigner au moins de la tendresse, de la douceur, des caresses. Et c'est cette non prise en compte de votre existence à côté de lui qui est douloureuse, et c'est de ça dont peut-être vous lui en voulez encore aujourd'hui. Ça pourrait s'entendre. C'est un peu lui là qui fait la pluie et le beau temps. Il est bloqué, il n'y a pas de rapport. Là, il se débloque, il y en a de nouveau. Tout ça, c'est compliqué, et je pense que ça aurait été bien que vous vous fassiez aider à ce moment-là, s'il avait accepté, parce qu'il y avait plein de choses qui étaient possibles. Peut-être pas pour retrouver de la sexualité, mais au moins ne pas perdre la complicité, la tendresse, la douceur. Brigitte le disait tout à l'heure, on a énormément besoin d'être touché, caressé, pris dans les bras. Rien que ça aurait permis de bien mieux traverser cette période. Alors on a essayé quand même de voir quelqu'un, et ça n'a pas fonctionné parce que lui était aussi un peu réticent. Je pense qu'il était très très blessé en tant qu'homme par cette situation, et il a mis du temps en fait à réaliser ce qui se passait. Je peux entendre qu'il était très blessé. Je pense que vous l'avez entendu puisque vous avez accepté de cette abstinence qui vous était imposée. Donc c'est pas le problème. Mais à un moment donné, est-ce qu'il a réalisé aujourd'hui ce que vous avez traversé ou pas? Oui, parce que moi je suis quand même partie au bout d'un moment. J'ai quelqu'un, une professionnelle qui m'a dit ça reviendra jamais, et là je me suis dit non, je peux pas vivre comme ça toute ma vie, je vais en mourir en fait. C'est une question de vie ou de mort, ça paraît bête dit comme ça, mais ça m'avait tellement fait dépérir cette espèce de glaciation de moi-même qu'il a fallu, je suis partie assez brusquement, de manière assez mais vous êtes sauvée dans les deux sens du terme, Margot. Et j'aime bien cette image de dépérir comme une fleur à qui on ne donne plus l'eau dont elle a besoin pour s'épanouir. C'est tout à fait ça. Mais et vous savez ce qui se passe aussi, excusez-moi, mais c'est cette image que j'utilisais auprès de mon conjoint pour expliquer ce qui se passait. C'est qu'une fleur qu'on nourrit pas, une plante qu'on nourrit pas, l'adaptation sur le long terme, c'est qu'elle fait des épines et elle pique. Dans le désert, c'est ça, souvent, les plantes à épines, c'est une adaptation au manque d'eau. Et là, moi, en l'occurrence, c'est que je devenais la femme que j'étais, qui était enjouée, sympa, etc., devenait une vieille mégère aussi. Et ça, je refusais de moi me transformer comme ça aussi. Ouais, mais il a quand même fallu que vous alliez au bout et que vous sauviez quelque part votre peau, et c'est peut-être pas quelque part, c'est vraiment sauver votre peau pour qu'il réagisse. Oui, malheureusement, oui. Ouais. Mais voyez Margot, ce qui est intéressant, encore une fois, par rapport au sujet du jour, c'est de voir que l'amour que vous aviez pour lui et cette capacité qu'ont les femmes à se soumettre, à se sacrifier, je crois que c'est même le terme, c'est important que vous compreniez que vous n'aviez aucune raison de vous sacrifier à ce point-là. Et ça parle ça parle de vous. Quelqu'un de bien. Oui, non, voilà, mais c'est vrai que c'était quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Oui, mais Philippe vous l'a dit, qu'il puisse pas faire l'amour pour des raisons que on s'en fout, on va pas vous questionner là-dessus. On peut l'entendre, qu'il puisse pas vous prendre dans ses bras, c'est pas acceptable. C'est égoïste. Et c'est ça il faut que vous entendiez. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez été jusqu'à ce sacrifice-là de dépérir? Ça parle de vous, ça, voyez? De l'importance de cette histoire d'amour pour vous. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, vous avez payé quand même très cher pour ne pas perdre son amour.
Oui, effectivement. Physiquement aussi. Oui, mais voilà. Et vous savez ce que vous avez fait quelque part en partant, vous ne l'avez même plus fait par rapport à la relation, vous avez fait pour sauver votre peau. Mais je pense que si vous aviez pu poser l'ultimatum beaucoup plus tôt en disant écoute, moi je respecte, mais il y a un truc, c'est que si tu veux que notre couple tienne, il faut qu'un minimum tu entretiennes la relation, tu entretiennes l'intime. J'ai essayé ça de lui dire, vraiment à de très nombreuses reprises, parce que je suis une auditrice. Il y a quelque chose d'égoïste dans sa réponse. De Brigitte, donc j'ai beaucoup questionné et tout ça, mais en face c'était difficile à ce moment-là de discuter de ça. Mais Margot, je suis pas là on n'est pas là pour juger ou critiquer ou quoi que ce soit. On est juste là, surtout dans le thème d'aujourd'hui, que vous compreniez. Parce que ça parle de vous, cette capacité à avoir fait ce sacrifice. Il y a des femmes qui l'auraient fait sans que ce soit un grand sacrifice. Vous, on entend bien à quel point ça a été très 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 douloureux. Je dis bien douloureux. Donc c'est important que vous compreniez pourquoi vous avez été capable de le faire, parce que ça parle de vous, ça parle de votre histoire, ça parle de votre... Je pense qu'en amour... on peut faire des concessions, on peut faire des compromis, on peut un petit peu faire des sacrifices, mais on n'a pas à se sacrifier à ce point-là. C'est vrai que rétrospectivement, je me dis que j'aurais dû partir beaucoup plus tôt, ne pas m'infliger cette traversée du désert, effectivement. Et en même temps, aujourd'hui, je suis contente parce que les choses se sont rétablies, pas totalement, pas comme j'aimerais qu'elles soient, mais c'est en cours quand même de résolution. On n'est pas là pour vous dire il ne vous mérite pas. On est juste là pour dire que vous avez été très masochiste, pour utiliser un terme qui parfois fait écho à certains psys qui parlent du sacrifice des femmes qui serait dû à leur essence masochiste. Moi, je ne crois pas que les femmes soient spécialement masochistes. Je pense juste qu'elles ont cette capacité à se sacrifier, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe. Oui, puis je pense qu'il n'y a pas d'essence de l'individu masochiste ou quelque chose. Donc oui, je pense que c'est soit une capacité qu'elles ont, en tout cas, d'évidence, c'est une capacité qu'elles ont, parce que c'est une capacité qu'elles démontrent. Alors, est-ce qu'elles l'ont apprise, est-ce qu'elles l'ont acquise? Peu importe, mais c'est vrai que est-ce qu'il faut aller y chercher l'instinct maternel ou quelque chose dans le fait de sacrifier pour son enfant, être prêt à beaucoup de choses? Peu importe, c'est vraiment un truc qu'on observe. Et là, on en a une illustration. Je suis pas sûr que si monsieur s'était trouvé dans la situation inverse, il aurait tenu 4 ans et demi. Je suis pas sûre. Effectivement. Enfin, pas beaucoup d'hommes, en tout cas. Alors je dirais pas ça. J'en entends qui acceptent des années d'abstinence. Mais en tout cas, juste essayez de comprendre pourquoi vous avez souffert comme ça, alors que vous auriez pu prendre un amant, vous auriez pu partir un peu plus vite et ça aurait fait peut-être réagir monsieur un peu plus vite, vous voyez. C'est ça. Je voulais me prouver quelque chose aussi, que je l'aimais au-delà de tout ça, en fait. Et ça, c'est vraiment une réflexion masochiste, Margot, je vous confirme. Oui, là, on est dedans, désolé. Oui, vous voyez, c'est bien, ça j'ai pas du tout pensé les choses dans ce registre-là, mais c'est bien, je vais avoir une nouvelle couche d'oignon à peler. Oui, mais et merci, parce que c'est vrai que dans la sexualité, il y a aussi des comportements masochistes. On parlerait même pas du SM qui est la caricature, si je puis dire, de ça. Mais il y a beaucoup de choses masochistes dans la sexualité. Et c'est intéressant. Pourquoi on va dans la sexualité se punir de quelque chose peut-être parce qu'on croit qu'on ne mérite peut-être pas autant le bonheur que ce qu'on devrait avoir. Je ne sais pas. C'est des pistes, en tout cas, Margot. Il y a vraiment un amour qui se paye, là. Ah oui. Oui, là, par contre, oui, effectivement, ça a été. Mais lui aussi en souffrait. C'est ça qui est surprenant, c'est qu'on a eu vraiment une souffrance entretenue. Oui, mais ça, lui, c'est lui qui veut nous appeler avant 16h, on décodera autrement, vous voyez. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Je vous embrasse, Margot. Merci en tout cas. Merci. Au revoir, beaucoup. Margot. On se retrouve pour le Love Conseil. On va évoquer l'après-infidélité.
Le sexe nous permettrait d'aller mieux. Pourrait-il aussi être une sorte de thérapie? On en parle aujourd'hui avec Philippe Arlin, sexologue. Venez apporter votre témoignage 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Philippe Arlin, on le rappelle, hein, l'infidélité reste un des vrais problèmes du couple, quoi qu'on en dise, hein, même si on est un peu plus ouvert à ça. Et c'est important de rappeler qu'il est possible de continuer à vivre ensemble même après une infidélité. En revanche, il est souvent nécessaire de travailler sur cette question-là, et c'est d'ailleurs une belle raison d'aller consulter. En général, une ou deux consultations d'ailleurs suffisent. Hein, c'est histoire de bien nettoyer, si je puis dire, le problème. Alors, dans un premier temps, il est important que la personne qui a été trompée, hein, je suis désolée, j'utilise ce mot-là, même si je suis pas une fan, se sente comprise dans sa douleur. Sinon, toute explication du partenaire sera entendue comme des justifications. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui est importante. Il est essentiel aussi de faire la distinction entre ce qui est mal et ce qui fait mal. Je ne sais pas si oui. Hein, c'est important aussi, ça. Oui, mais on est bien d'accord que le curseur va être placé différemment en fonction des couples. Et ça, il faut pouvoir se le dire à l'avance. Mais évidemment que ce que je ressens n'est pas forcément une définition de l'action de l'autre. L'autre peut avoir fait quelque chose dans l'absolu qui n'est pas mal, mais moi, ça peut horriblement me faire souffrir. Oui, on pense par exemple, si c'est juste un échange... échange de texte, peu importe. Exactement. Voilà. Bon, ensuite, on constate qu'il y a plusieurs manières de continuer. Alors, j'en ai constaté 3, mais vous en verrez peut-être plus. La première, elle est négative, hein, c'est que les partenaires s'enferment dans le passé. Il y a le martyr et le bourreau, hein, en quelque sorte, le martyr étant évidemment la personne trompée, le bourreau, celui ou celle qui a trompé. Et donc là, c'est pas tellement possible de s'en sortir, hein. C'est rare que le couple résiste à ce système-là. Ceux qui s'en sortent tout seuls à force d'efforts et qui arrivent à tourner la page, on pourrait appeler cela les bâtisseurs. Hein. Donc ils construisent autre chose sur des ruines, et puis ils font comme si s'était rien passé. Et puis il y a ceux qui renaissent de leurs cendres afin de créer une relation plus harmonieuse. Vous imaginez bien que c'est la troisième solution qui me paraît la meilleure. Et donc ceux-là s'en sortent évidemment mieux. On peut même dire que parfois ils s'en sortent gagnants, c'est-à-dire que le couple va encore mieux parce que ils ont dépassé la déception. Beaucoup le disent. Oui. Beaucoup le disent. Il y a une donnée qu'on n'a pas notée mais qui est extrêmement importante et qui va déterminer l'enjeu derrière, c'est la part de mensonge. Car je crois qu'une des choses qui va faire le plus mal, c'est les mensonges, c'est le déni, c'est le fait que l'un des deux sentait qu'il se passait quelque chose et que quand il posait la question, il disait « mais non, mais tu te fais des films, Et quand on finit par arriver à confronter l'autre dans la vérité, là c'est difficile parce qu'on se dit « oui, je peux l'entendre, il veut pas recommencer, mais il a été capable de me mentir pendant 6 mois, pourquoi il pourrait pas continuer ?» Et le mensonge va venir faire beaucoup plus de dégâts que l'acte qui... en soi est extrêmement douloureux, mais s'il peut être accompagné de compréhension, le couple va pouvoir grandir et garder confiance l'un dans l'autre. S'il y a énormément de mensonges, ils vont se battre sur les mensonges et c'est compliqué. Vous avez dit le mot, hein, c'est repartir sur un socle de confiance. Il n'y a rien à faire. Et avec le mensonge, c'est compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour vous, Philippe Arlin, on a une relation extra-conjugale, on dit rien. Tant que l'autre ne devine rien, tout va bien. Mais si l'autre devine, si l'autre dit est-ce que tu as quelqu'un d'autre, à ce moment-là, il faut avouer. Alors, il faut avouer. Je sais pas, oui, je pose la question clairement. Là. Alors, je suis pas pour, j'ai fait un truc, forcément aller le dire, parce que... mais si l'autre pose la question, si on sent que l'autre sent quelque chose, je trouve que c'est un non-respect de la personne qu'on aime, de lui dire qu'elle se trompe, donc en gros, elle est folle, donc elle se fait des films, donc... Moi, j'ai l'impression qu'on n'aime pas l'autre quand on est capable de faire ça. Donc, je pense que là, il y a un moment... On n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Il y a un moment... Il faut dialoguer, il faut dire oui.
oui, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que tu as senti? Comment tu t'es rendu compte? Donc déjà, on ne prend pas l'autre pour une folle. Pour un con, oui. Ni pour un con. On va pouvoir mieux entendre la souffrance que ça génère. Et après, je trouve que c'est un cadre idéal pour pouvoir présenter des excuses. Par contre, si on est dans la négation, si on prend l'autre ridicule, déjà on va avoir du mal à entendre ses souffrances parce qu'on a l'impression. Et du coup, quand on s'excuse, c'est plus compliqué. Alors, je ne suis pas pour la transparence, soyons. Je me doute, je vous connais. Parce que ça fout un bazar sans nom et c'est une illusion. On a besoin d'avoir son jardin secret. Mais quand l'autre pose des questions... mentir, faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait quand on ment à l'autre, parce que souvent, ça peut vraiment se retourner. On ment pour se protéger de soi-même, le doigt dans le pot de confiture, ou se dire tant que ça marche comme ça, je continue à mentir. Bien sûr. Évidemment. Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Vous m'entendez ? Oui, très bien. On vous écoute, Laurent. Oui, bonjour. Donc, je voulais apporter mon témoignage par rapport à votre sujet du jour. Donc, qu'est-ce qu'on recherche dans le sexe pour aller mieux? Parfois, le sexe peut servir de thérapie. Et puis, qu'est-ce qu'on recherche quand on fait l'amour? Et alors, qu'est-ce que vous diriez? Écoutez, donc, moi, je suis en couple avec Fabienne. Ça fait donc à peu près 8 ans qu'on se connaît. Je connais son passé, son histoire. Oui, et nous on va pas la connaître parce qu'on a perdu Laurent, je crois. On va essayer de retrouver Laurent. Voilà, c'est les aléas du direct. Bon, en même. Vous êtes coupé, je suis désolé. Oui, je vous en prie, Laurent. Merci à notre réalisatrice pour sa rapidité d'action. Oui. Alors vous disiez, vous êtes avec une femme depuis 8 ans et voilà. Donc elle a un passé visiblement un peu douloureux, je suppose. Oui, enfin même très très douloureux. Elle a une période où elle a été victime d'inceste et puis elle a été victime d'un viol à 39 ans. Donc je connais toute son histoire, tout son passé. Bon, on avait beaucoup échangé, on est très très complices dans notre vie d'amoureux, puisque ça fait 8 ans qu'on se connaît, on se confie énormément, on essaie de régler les choses au quotidien ensemble, on échange énormément. Et donc moi je voulais intervenir sur ce qu'on recherche dans l'amour, parce que moi c'est pas du tout l'aspect sexuel en lui-même, c'est-à-dire le sexe pour du sexe, parce que c'est une femme que j'aime énormément, c'est la femme que j'ai le plus aimée dans ma vie. Et j'essaye, je dirais, de lui apporter ma tendresse, ma douceur, ma compréhension au quotidien. Et est-ce qu'on pourrait dire que vous, dans cette sexualité-là, avec cette femme-là, vous avez envie de la réparer, de lui montrer que les hommes ne sont pas tous des salauds? Alors de la réparer, je pense que je suis pas qualifié en ce sens, parce que je suis pas thérapeute. Pourquoi pas? Non, mais attendez, pourquoi pas? Il y a beaucoup d'échanges entre nous, ça c'est sûr. Non, mais attendez, on parle aujourd'hui de ce que apporte la sexualité. On peut réparer quelqu'un grâce à la sexualité. Oui, tout à fait. Alors on peut considérer ça comme ça, effectivement. Puis lui montrer aussi que tous les hommes, comme vous dites, ne sont pas des salauds. J'en suis pas un. Moi je l'aime, si j'ai envie de faire l'amour, c'est parce que j'ai énormément d'amour pour elle. Je veux lui montrer aussi qu'un homme, ça peut aussi être tendre, ne pas forcer à avoir des relations, ne pas obliger. Voilà, moi je le vois plutôt de cette façon. Merci de ce témoignage, parce que là, Philippe Arlin, on peut penser que c'est une relation qui, au fond, est thérapeutique. J'ai pas dit que vous étiez son thérapeute, hein, rassurez-vous, oui. Laurent. Non, mais bien sûr que c'est thérapeutique. La problématique des abus, quels qu'ils soient et quel que soit l'âge à lequel ils interviennent, c'est qu'ils viennent associer une image négative extrêmement douloureuse à la sexualité et qu'ils viennent remettre en cause notre propre rapport à notre propre sexualité, à notre propre désir, parce qu'il y a toujours un questionnement sur quelle était ma part là-dedans, comment, et c'est horrible que ce soit la victime qui se pose la question, mais ça questionne. Et donc là, vous êtes en train de la réconcilier avec le fait que, non, le fait d'avoir du désir, ce n'est pas d'une manière ou d'une autre contribuer à des abus ou à des violences, c'est avoir du désir, et ce désir peut donner
naissance à des choses magnifiques, à l'amour, à l'échange, au partage, à la tendresse, à la douceur. Et c'est dans ce sens-là que vous, à la fois, vous réparez son expérience de la sexualité, mais je l'espère, au fond d'elle, vous l'aidez à se réconcilier avec la femme sexuelle en elle, la femme qui peut aimer le sexe et qui, du coup, n'est plus obligée de condamner cette dimension d'elle-même. C'est extrêmement important. Plus on a des expériences positives en réponse à ce qui a été vécu, plus évidemment on guérit quelque chose. On ne va pas encore une fois parler d'être le thérapeute ni d'une guérison totale. D'abord parce que je crois que personne ne sait ce que veut dire une guérison totale dans ce domaine. Mais oui, un aller mieux, une ouverture, une réconciliation avec sa propre sexualité, et ça c'est formidable. Oui, tout à fait. Et donc, je suis dans ma nature, je suis quelqu'un de très tendre, très affectueux. Et puis, elle sait que je la désire énormément. Hein. Elle me plaît, c'est une femme que j'adore. Voilà, donc j'essaie au mieux de mes possibilités de lui faire comprendre qu'effectivement, voilà, on peut faire l'amour avec son mari sans pour autant que ce soit quelque chose de contraint, de forcé, que voilà. Et voyez, je parlais tout à l'heure avec Margot de sa capacité à se sacrifier, et d'une certaine manière, je suis pas en train de dire que vous vous sacrifiez, mais vous faites passer son désir et sa capacité à être disponible avant votre désir à vous. Et donc vous vous sacrifiez un tout petit peu. Mais vous avez du plaisir à ce sacrifice parce que ça renforce votre estime de vous-même, et c'est ça aussi qui est intéressant à comprendre dans votre relation. Alors bon, sacrifier peut-être pas, mais effectivement parfois je peux m'interdire éventuellement de la solliciter parce que voilà, la vie fait que parfois on n'est pas sollicité, on est fatigué. Voilà, mais ça je peux l'entendre, mais je sais qu'elle a des désirs pour moi, mais elle a encore ces blessures en elle qui la bloquent, qui la freinent. C'est ce dont je parlais, effectivement. Mais là on est vraiment dans quelque chose qui pour moi parle d'amour, et votre amour pour elle vous permet de mettre de côté des désirs, des pulsions, parce que dans votre amour, fondamentalement, il y a l'envie qu'elle aille bien, l'envie qu'elle soit heureuse, et donc du moment où vous comprenez que certaines pulsions, certains désirs à certains moments ne sont pas forcément les bienvenus, eh bien vous savez les mettre de côté, vous savez les garder pour vous, et ça c'est par amour. Oui, ça, je suis vraiment très très amoureux d'elle. Bon après, les choses avancent. Hein. Évidemment, au début, c'est plus compliqué que ça. Je dirais au quotidien, les choses avancent tout doucement. Voilà, bon, je sais qu'elle guérira pas complètement. Mais non, vous savez, qu'est-ce que ça... D'abord, donnez-lui le droit de guérir, s'il vous plaît. Ah oui, mais moi, mais justement, ne le pensez pas. Soyez optimiste pour deux. Je vous assure, ça lui fera un bien fou. D'accord. Bon, je le suis de toute façon. Hein. Je vous dis, il y a beaucoup de choses pour Oui, et c'est important, Laurent, ce que vient de dire Philippe Arlin, parce que dans la sexualité, il y a souvent un rapport plus ou moins inconscient de pouvoir. Et il ne faut pas lui donner tous les pouvoirs. D'accord. Je ne sais pas si je veux dire que j'ai envie d'elle. Ah, bien sûr que non. Surtout pas, ce qui ne veut pas dire que si vous avez une pulsion, vous lui sautez dessus et vous la violez. Et justement, je sais bien. Non, mais voyez, c'est justement pour ça. Si vous êtes trop dans le respect de son désir à elle et que le vôtre ne peut plus s'exprimer, c'est qu'elle a pris le pouvoir. Et puis, paradoxalement, c'est même pas paradoxal d'ailleurs, elle a besoin d'être désirée. Tout simplement, elle a juste besoin qu'on lui montre que de la désirer ne la met pas en contrainte de répondre. Donc, exprimez librement votre désir et en lui laissant toute la place devant elle en disant « j'ai envie de toi ». Ça ne veut pas dire que dans 10 minutes, il faut qu'on fasse l'amour, que j'ai envie de toi, sache-le, quand je te vois, je te désire, mais ça ne me pose aucun problème que ça ne se transforme pas en rapport sexuel. Ça n'a rien à voir. Et c'est pas parce que je désire que je me sens ni en droit, ni en devoir de t'imposer quoi que ce soit. Et c'est ça qui est important. Elle n'a surtout pas besoin qu'on arrête de la désirer, parce que sinon ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le problème c'est le désir sexuel, et que donc dès qu'il y a du désir, il y a de l'abus. Non, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est pour ça que c'est important que vous ne renonciez surtout pas à affirmer votre désir, de façon à ce qu'elle voit toute la différence entre un désir qui s'affirme et qui s'impose, et un désir qui est là et qui ne la contraint en rien.
Ça, elle le sait de toute façon. Je pense qu'elle le sait. Moi, peut-être qu'effectivement, inconsciemment, je m'interdis de le verbaliser parce que justement, elle a tellement vécu de choses horribles que voilà. Mais je sais qu'elle me connaît. Elle sait comment je suis, que je la forcerai jamais, que je la contraindrai jamais. Mais effectivement, peut-être que moi, de mon côté... Oui, d'autant plus si elle a confiance en vous, osez exprimer vos désirs. Ouais. Et d'ailleurs, vous savez, Laurent, il y a des femmes à qui on exprime son désir et qui se disent je vais aller lui faire plaisir alors que j'ai pas de désir, et ça leur montre aussi la capacité qu'a une femme à s'offrir et à donner du plaisir. Donc, et peut-être que si un jour elle en est là, c'est qu'elle sera totalement guérie. Oui, mais moi, en plus, moi, je veux pas qu'elle se contraigne à quoi que ce soit. Non, mais si elle en est là, elle se contraindra pas. Non, mais vous êtes... Lâchez-vous un petit peu sur vos désirs, c'est important. D'accord. Merci Laurent, merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous, vous êtes sexothérapeute à Poitiers et vous consultez également par Zoom évidemment, comme tout le monde aujourd'hui. Et Guy est avec nous, bonjour Guy. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Guy. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous allez dire vous sur votre sexualité? On vous écoute. Alors, je dirais que la sexualité pour moi c'est le seul plaisir qui est gratuit, que l'on ne peut pas faire quand on veut, comme on veut, avec qui l'on veut malheureusement, à cause de tout ce qu'on peut mettre derrière le sexe, au lieu de le prendre simplement comme un pur plaisir. Voilà. C'est comme ça que je poserai les bases, parce que le sexe, effectivement, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Ça a plein de qualités, plein d'atouts. Pour moi, c'est une connexion. Il y a quand même la masturbation que vous pouvez faire avec vous sans alors, problème. Absolument, tout à fait. Je parle surtout avec une partenaire. Oui. C'est mieux, Voilà, mieux avec une partenaire, je suis d'accord. Oui. Tout à fait. Sachant que voilà, si le sexe, ça pourrait être comme aller, je sais pas, jouer au billes dehors, ça serait tellement simple, mais derrière le sexe, on met tellement de choses. Ça serait pas forcément plus simple, parce que vous pourriez tomber sur plein de femmes qui n'aiment pas jouer aux billes. Ah, tout à fait. Mais là, il y a tellement... Vous appelez ça, les testicules, vous appelez ça des billes, Philippe? Oui, entre autres. Il y a le cochonnet aussi, si on joue aux boules. Non, mais j'entends ce que vous dites, ça peut pas être facile, mais je crois que surtout, ça n'est pas un désir universel de partager du sexe avec tout le monde. Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est quand on dit, par exemple, pas de sexe avant le mariage, le sexe, c'est pas bien, il faut faire attention avant de coucher avec quelqu'un la première fois. Il y a tellement de choses qui sont mises, de doctrines, entre guillemets, qui sont mises sur le sexe, qui est encore valable aujourd'hui. Alors que si on prend le sexe pour ce que c'est, on va avoir une expérience, qu'elle soit positive ou négative, mais derrière, sans jugement particulier. Après, peu importe ce qu'on fait sexuellement parlant, mais comme le sexe est quelque chose de tabou, mais ce que vous dites, Guy, évidemment, me parle beaucoup, parce que évidemment que le sexe, on y met beaucoup de morale, oui. Et on l'emprisonne. Pour avoir été très amoral, j'en ai payé le prix, pardon. Mais j'en ai récolté les fruits. Je me rattrape. Non, vous avez raison, mais en même temps, c'est tellement impliquant. Ce qu'il faut comprendre, Guy, pour vous, visiblement, vous êtes quelqu'un de très libre, vous êtes quelqu'un qui est libre sans doute dans son corps, qui a forcément une pulsion assez forte et naturelle. Donc ça vous paraît aberrant. Mais il faut comprendre que pour beaucoup de gens, d'abord, il y a beaucoup de gens qui sont pas bien dans leur corps, d'autres qui ont des tas d'inhibitions, donc ça les arrange bien, ce côté moral. Oui, et puis il y a aussi des gens qui malheureusement ne pensent pas comme vous et qui ont l'impression que quand ils accordent un rapport sexuel à quelqu'un, ils donnent beaucoup. Ils donnent de leur personne, ils donnent d'eux-mêmes, enfin voilà. Et donc du coup, pour eux c'est un engagement, donc si cet engagement n'est pas suivi de lendemain, c'est une catastrophe et tout. Et effectivement, là je vous rejoins complètement, c'est pas léger. On ne considère pas la sexualité comme quelque chose, une simple monnaie d'échange de plaisir. C'est le biais d'enjeux, d'interdits, de tabous, et puis regardez, on essaye toujours de savoir de quoi est fait la couleur de la sexualité de l'autre. On est
toujours en questionnement par rapport à ça. Mais je pense malgré tout que ça progresse et que comme toute chose qui progresse et qui va de l'avant, eh bien, il y a un petit retour en l'arrière qui se fait. Mais ne nous trompons pas, je pense que globalement, la sexualité avance et se libère. On n'en est pas à jouer aux billes dans la cour, mais on progresse. Ouais, je suis d'accord avec vous, ça se libère. Mais c'est comme je l'ai dit, il peut y avoir des gens qui vont faire du sport et qui veulent absolument la performance et y aller à fond. Et il y en a d'autres, c'est juste pour le plaisir de faire du sport. Et je dirais, c'est un peu ça. Effectivement, il y en a qui vont mettre un enjeu derrière. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais effectivement, si la morale pouvait tomber, c'est comme, je sais plus si c'était avec vous. Oui, mais Guy, je parle en tant que femme, hein, et je pense que beaucoup de femmes qui m'écoutent seront ravies de m'entendre dire ça, et ça aidera peut-être quelques hommes. Si tous les hommes étaient de bons amants, je crois que les femmes seraient beaucoup plus... Ça se saurait déjà. Déjà, ça se saurait, et ça, malheureusement, c'est pas le cas. Eh bien, on serait peut-être plus souvent disponible. Mais quand même, franchement, très souvent, on accepte un rapport sexuel pour avoir du plaisir, et puis à l'arrivée, franchement, c'est très, très, très médiocre. Il manquait des billes. Donc, il manquait des billes. Donc, du coup, avec l'expérience, on se dit, oh là là, on va peut-être pas y aller parce qu'on n'est pas sûr du coup. Alors, il y a ça, Brigitte. Avec ça, Philippe, oui, je veux juste remettre une petite parenthèse, histoire de remettre la balle au milieu du terrain. Il y a aussi toutes les femmes qui n'ont pas explorer leur corps et qui arrivent dans les bras de l'homme en s'imaginant qu'il va tout leur révéler. Et là, forcément, il n'y aura pas de bon amant s'il n'y a pas un minimum de conscience de ce qu'est la sexualité pour soi-même déjà. Voilà, et c'est ça qu'il faut aussi comprendre, Guy, c'est que vous avez plus d'hommes qui sont comme vous et qui ne voient pas pourquoi ce serait si compliqué le sexe, puisque c'est quelque chose qui fait avoir un orgasme. Mais malheureusement, pour nous les femmes, c'est pas systématique l'orgasme quand même. Hein. C'est assez rare les femmes qui... Vous voyez ? Ouais, je suis d'accord avec vous, mais c'est un peu comme l'image au restaurant, des fois que vous donniez. Quand on est dans un restaurant, on s'en fout finalement de ce que peut manger la personne à côté. Par contre, dès qu'on va aborder le sujet sexualité, alors là, attention, lui, il fait ça, c'est pas bien. Mais vous savez, chacun va avoir son jugement. Mais et évidemment, si ça pouvait tomber, les choses seraient peut-être plus simples. Vous voulez que je sois au chômage ou quoi, là ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Mais justement, il faudra... Mais évidemment, mais sincèrement, dans mon boulot, quand je commence mon boulot, je ne le fais que dans ce sens-là. Je vous rejoins à 200%. Faut juste se dire, voilà, ça avance, et on essaye justement dans cette émission de dire, voilà, oui, il y a encore des vérités, des carcans, des choses qui nous empêchent de faire de la sexualité un outil d'épanouissement parce qu'on l'a enfermé dans des cases qui lui interdisent de grandir. C'est comme une plante contenue sous une serre qui ne peut pas complètement s'exprimer. Oui, tout à fait. Ça, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Mais le jour où toutes les femmes, lors d'un rapport, auront un orgasme, on aura avancé. Et là, je pense que vous serez au chômage. Qu'elles y sont pour quelque chose. Et vous serez au chômage, Philippe. Oui. Mais il y a du... je suis pas loin de ma retraite, Brigitte. Vous inquiétez pas, je m'en remettrai. Je serai trop content pour vous. Je crains malheureusement que ce ne soit pas pour demain. Non, mais voyez, Guy, c'est vraiment... On ne peut... Enfin, si on évoque... vous avez raison dans l'absolu. Ce serait formidable. Mais c'est un idéal qui pour l'instant, est loin d'être atteignable. C'est du boulot. Chacun ferait ce qu'il veut. Chacun ferait ce qu'il veut. C'est juste ça. On ne serait pas jugé par rapport à ce qu'on fait sexuellement. On a envie, on n'a pas envie, mais peu importe. Oui, mais attention, Guy, l'intimité, la sexualité, ça reste de l'intime. Et dans ce sens-là, moi, je dis, le sexe, c'est aussi de laïque. C'est-à-dire qu'on n'a pas à raconter à tout le monde qu'on est homo, hétéro ou libertin. Simplement que ce qu'on peut faire avec son partenaire, on est en phase et qu'on se sente libre de faire ou de ne pas faire. Oui, bien sûr. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne se sent pas libre de faire des choses à cause de ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a inculqué. Et donc, c'est un travail individuel, c'est-à-dire nous-mêmes, prenons le temps de regarder tout ce qui est possible et pas possible dans le champ de la sexualité. Et pourquoi c'est pas possible ? Est-ce que c'est parce que l'autre ne le veut pas, ou est-ce que je pense que c'est tabou, que c'est sale, que c'est interdit, que ça va dire quelque chose de moi ? Et oui, bien sûr, la sexualité, c'est un travail qu'on a tous à faire avec nous-mêmes, et c'est bien pour ça que c'est un outil de transformation. Je suis d'accord, oui. Oui. Eh bien, écoutez, on est finalement très très d'accord, Guy. Formidable. On est là pour s'épanouir.
Eh bien, au moins, vous avez mis une petite pierre à l'édifice de la libération sexuelle, Guy. Bravo. Merci, Guy. Non, mais c'est important. Il a raison, Guy, hein, bien sûr, dans l'absolu. Bien sûr qu'il a raison. Mais on en est loin, évidemment. Mais ça avance. Soyons positifs. Allez, je vous propose une petite devinette. Ça fait 2-3 jours que j'ai pas eu le temps de donner la devinette. Pourquoi les hommes éjaculent par saccade ? Philippe Arlin, vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Ne regardez pas comme ça, vous n'allez pas réussir à lire dans mes pensées et trouver la réponse. Bon, en tout cas, on continue à évoquer dans cette deuxième heure les raisons qui font qu'on fait l'amour, ou qu'on ne le fait pas d'ailleurs, hein, parce que ça parle de toute façon de nous. Si vous avez envie de réagir, vous nous appelez sur Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve tout de suite après les infos. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue avec Philippe Arlin et on voit bien, hein, on a eu 3 témoignages différents, on voit bien tout ce qui se joue dans la sexualité. Je veux dire, si les gens ne me croyaient pas trop quand j'introduis le sujet, ils ont eu la preuve qu'on a tous une vision différente de ce qu'on met dans la sexualité. Oui, et c'est en perpétuel mouvement. C'est ce qui joue dans la sexualité est immense. Il n'y a pas de limite. Il vaut mieux bouger, quand on fait l'amour, c'est vrai. Exactement. Il ne faut pas trop trembler, sinon on va trouver la réponse à votre devinette. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute, Philippe Arlin, bien sûr, et vous êtes également auteur de Libérer votre désir aux éditions de La Musardine. Le livre est en poche, hein, et vous donnez des conseils très pratiques pour les couples où justement, notamment la femme est en manque de désir. Alors, ma devinette, pourquoi les hommes éjaculent par saccade ? C'est pas parce qu'ils ont la maladie de Parkinson. Ah, je croyais que c'était parce qu'ils tremblaient de plaisir. Non, c'est parce que les femmes avalent par gorgée. Alors, c'est pour ça, c'est tout. Hein. C'est merveilleusement poétique. Vous êtes formidable. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Et nous sommes avec Virginie maintenant. Bonjour Virginie. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Virginie. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, je vais vous raconter un petit mon histoire. Allez-y, on vous écoute. Alors voilà, on s'est rencontrés jeunes avec mon homme. Ça fait 26 ans qu'on est ensemble. Oui. Et bon, après les enfants et tout, on a des hauts et des bas. Et à un moment donné, on n'avait plus de désir ni l'un ni l'autre. On a longtemps hésité à se quitter. On a évoqué la possibilité de faire une thérapie. Mais on n'arrivait pas à discuter de manière posée de nos problèmes, en fait. Donc, même, on n'a jamais réussi ensemble à se mettre d'accord sur le nom d'un thérapeute et à fixer un rendez-vous. Et puis, en novembre de l'année passée, donc en 2024, on s'est retrouvés. Je n'ai pas compris tout de suite pourquoi. Et ça a commencé par un massage. Il a voulu me faire un massage. Et juste avoir le contact de nos peaux, l'une contre l'autre, a réveillé mon désir. Lui était déjà réveillé parce que lui avait été se faire masser. En fait, il était aussi en manque de contact physique et donc il voulait pas me tromper. Et donc il a pris rendez-vous dans un institut de beauté où il a eu un massage et ça a réveillé chez lui aussi son désir. Et donc il a voulu me faire partager ça et ça a fonctionné. Et je vous avoue que depuis, on a une connexion, un rapprochement, une sorte d'intimité qu'on avait complètement perdue en fait. Et le manque de désir venait de là, je pense. Et donc depuis, on a une sexualité spontanée, épanouie, où chacun exprime ce qu'il envie à l'autre. En fait, ça peut être juste une petite main sur le cou, un petit bisou le matin qu'on n'avait plus. Enfin voilà, on ne parle pas forcément de rapport sexuel, même si ça, de ce côté-là, ça va très bien aussi. Et donc forcément, on ne se force plus en fait. Avant, c'était un peu le cas, hein, donc on se sentait un petit peu obligé quand l'occasion se présentait de céder pour faire plaisir à l'autre. Sinon, voilà. Donc voilà. Et donc avant, la thérapie était à l'ordre du jour, mais depuis qu'on s'est rapprochés, en fait, on est tellement proches l'un de l'autre et on arrive tellement à se parler, parce que lui est plutôt introverti, donc il ne se sentait plus en confiance que pour me confier ce qu'il avait sur le cœur. Maintenant, c'est plus le cas. Et donc, on arrive à discuter de manière posée l'un et l'autre et on
on a remis le sujet sur la table. Est-ce qu'on fait une thérapie? Oui, non, parce qu'on a évidemment peur de retomber dans nos travers qui ont quand même duré quelques années. Mais pour l'instant, on n'en voit pas le besoin, enfin, on n'en voit pas l'utilité. Donc voilà. Vous avez en tout cas communiqué largement avec le corps, il me semble, oui. Et ce qui a remis l'intimité et donc ensuite la sexualité en route. C'est une des clés d'ailleurs que j'évoque dans le livre, c'est ce que j'appelle moi les câlins gratuits, la nécessité d'avoir du peau à peau, de retrouver du désir dans le contact avec le corps de l'autre, que ça soit des massages, de l'intime. Et oui, ce désir, il n'a pas disparu. On voit bien que certaines pratiques peuvent le faire renaître. Il faut se reconnecter à soi, se reconnecter à son corps, parce que c'est quand même, et c'est bien de le rappeler, que c'est dans le corps que se place le désir, et pas aussi souvent qu'on a l'habitude à le trouver dans la tête. La tête devrait répondre, mais qu'est-ce qu'on sent dans notre corps? Et si vous avez compris ça, si vous arrêtez de vous éloigner l'un de l'autre, ou si quand ça se produit, vous trouvez une sonnette d'alarme pour vous dire « oh là là, on s'éloigne » et du coup on retrouve des gestes, on retrouve de l'intimité, oui, je pense qu'il n'y aura pas besoin en tout cas de thérapie, en tout cas sur le domaine de la sexualité, ça me semble vraiment pas utile. Oui, mais c'est ça, le problème était de la sexualité. Enfin, lui, il disait que c'était la sexualité le problème, et moi, je disais que c'était le fait de ne plus être en connexion, de ne plus savoir communiquer. Et donc, en fait, on était dans une sorte de cercle vicieux, parce que lui attendait qu'on fasse l'amour pour se sentir bien, alors que moi, pour arriver à ce moment d'intimité, j'avais besoin d'une connexion préalable. Et donc, nos besoins étaient différents. Et c'est vrai que le peau à peau nous a aidés et a été une sorte de compromis. Et si je dois être honnête, je me disais qu'après autant d'années, en fait, on avait vécu ce qu'on avait à vivre. Je pense que lui, c'était un peu pareil de son côté, et jamais j'aurais imaginé qu'après 26 ans de vie commune, on puisse se retrouver de cette manière-là. Virginie, je vous remercie vraiment de votre témoignage, parce que ça montre une chose, que vous êtes un couple avec beaucoup d'affection, c'est-à-dire un amour qui s'est enraciné dans les profondeurs, et j'aime mieux le terme affection qu'amour, parce que ça veut bien montrer à quel point il y a un lien solide sinon la sexualité n'aurait pas pu rebondir. Mais vous aviez mis le désir sous plein de dossiers, c'est ce que vous expliquez dans votre livre, Philippe Arlin. Et puis à un moment donné, la sexualité, c'est comme l'appétit. Elle était tellement partie que vous aviez absolument plus faim de lui, et lui, il avait plus faim de vous. Alors, lui, à un moment donné, il a eu un petit peu faim et il a été se faire toucher quelque part. Ça a relancé son désir, et il a eu l'intelligence de se dire, tiens, puisque en me faisant masser, ça a réveillé mon désir, je vais la masser et peut-être que ça va marcher. Et ça a marché, et parce que vous étiez tous les deux encore très dans une relation affective forte, sauf que vous aviez laissé de côté. Et c'est ça qui est important à comprendre. Si vraiment il n'y avait plus d'affection, quand il vous a massé, vous auriez été un peu énervé, dégoûté, ou vous l'auriez repoussé. Complètement, c'est vrai. Mais c'est donc voilà, c'est aussi très important quand on perd le désir dans un couple de regarder justement du côté de l'intimité. Est-ce qu'on est encore capable de se toucher? Qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent la perte de sexualité entraîne la perte d'intimité, et c'est pas obligatoire. C'est que malheureusement on se dit que si on va vers l'autre, il va croire que c'est qu'on a envie. Enfin, il y a plein de malentendus justement autour de ça, et on perd le contact, on perd le toucher, et là le couple est en danger, parce que là on s'éloigne et on laisse quelque chose s'installer, et il faut garder cet intime, même quand il n'y a pas forcément de sexualité. Cet intime permet de garder le couple vivant. C'est très important. Et de retrouver ça vous a permis aussi de retrouver votre désir. Et ça, c'est formidable. Complètement. On vit une deuxième jeunesse là, donc c'est vraiment bien. Oui, et puis ça fait repartir votre couple différemment aussi, parce que vous avez dépassé quelque chose de fort, et quand on dépasse une épreuve, ce qui ne nous détruit pas nous rend plus forts. Donc je pense que votre couple, il est encore plus solide.
C'est sûr, et puis maintenant, c'est vrai que notre sexualité est beaucoup plus épanouie aussi. On s'autorise à parler de nos fantasmes, chose qui était très peu le cas avant. Et donc voilà, et on s'octroie aussi des bulles à deux, parce que on était enfermés dans notre cocon familial, où finalement on avait très peu de moments pour se retrouver. Ici, on crée ces moments-là, on les attend avec impatience, et voilà, et ça nous permet d'être encore plus en connexion. J'ai envie de dire que vous étiez 2 adolescents qui se sont aimés, désirés et qui étaient passionnés. Ensuite, vous êtes devenus 2 parents. Et là, vous êtes 2 adultes qui osent vivre la sexualité, plaisir. Oui, c'est ça. Alors, moi, ça me donne envie de vous poser une question par rapport à aujourd'hui, justement. Qu'est-ce que ça a permis de découvrir sur vous, cette retrouvaille-là, cette sexualité épanouie que vous êtes en train de vivre? Qu'est-ce que ça a changé, y compris dans votre regard sur la femme que vous êtes? Je ne me voyais plus comme une femme, je me voyais comme une maman, une chose, comme une mère. Je n'aimais plus mon corps. Maintenant, je me retrouve à nouveau prendre soin de moi. Voilà, j'entends autour de moi que même mes collègues ils me disent « Oh, t'es rayonnante ». Voilà, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans ma vie. Mais je me sens enfin moi-même. Oui, c'est ça. Voilà. Quand on disait que la sexualité participait au bien-être, on en a une magnifique illustration. Je souhaite ça à tous vos auditeurs. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, merci de votre témoignage qui est quand même formidable et qui montre bien à quel point la sexualité, c'est quand même pas rien. On continue dans un instant avec Fabienne qui nous a rejoint tout de suite. Vous voulez laisser un message, proposer un sujet qui vous tient à cœur ou ajouter un commentaire ou même poser une question? Le répondeur de l'émission est là pour vous. Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin, sexothérapeute, vous aide à décoder les raisons pour lesquelles vous faites l'amour. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Fabienne. Ça fait envie le témoignage de Virginie là. Parce que moi je suis un peu coincée là, en ce moment, je suis un peu bloquée depuis... tout s'est très bien passé sexuellement jusqu'au mois de mai 2025. 24. C'est intéressant votre lapsus Fabienne. Alors vous voyez, mai 2025 ça va. Il vous ça reste va aller encore mieux. 2 mois pour que ça aille bien. Joli lapsus, formidable. Oui, en plus, j'ai préparé mon petit papier, j'avais mis 2025, c'est bizarre, oui, je sais pas pourquoi. Parce que ça va être les révélations. Ouais, on va voir. Ah ouais, ça me fait encore un petit moment à attendre, enfin moi encore. Ça va. Mais c'est mon ami qu'on a un peu marre d'attendre. Parce qu'en fait, je vous l'avais déjà raconté que j'avais eu un rapport avec quelqu'un en mai, et bon, suite à ça, j'ai eu un herpès vaginal, donc cet herpès me pose des problèmes. Oui, je me souviens. Maintenant, j'ai peur, voilà. Donc, on m'avait conseillé de faire de l'NDR. J'ai pris rendez-vous, mais j'ai pas encore eu. C'est fin février, donc je ne suis pas encore allée. Et donc, quand j'ai vu ce sujet, je me suis dit bon, c'est vrai que c'est le corps, mais c'est quand même là la tête qui coince en ce moment. Vous avez essayé de la mettre sur la table de nuit? et plus ça va, plus j'ai l'impression que maintenant, en fait, je vais plus y arriver, quoi. Je sais plus comment m'y prendre. Parce que si, vous avez peur de rattraper encore une saloperie en faisant l'amour. Ou le redonner à la nouvelle personne avec qui je suis. Parce que j'entendais ce matin quelqu'un qui disait qu'il y a une femme qui a déposé plainte contre un homme qui lui avait donné de l'herpès. Oui, c'est incroyable. Non mais Fabienne, si on parlait sur le plan concret, réel, il met un préservatif et il n'y a aucun risque. Voilà. Bon, donc tout irait bien normalement. Donc du coup, ça ne devrait pas bloquer, mais ça bloque quand même. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça bloque quand même. Je ne sais pas. Vous ne savez pas, hein. Oui. Non. Il y a une chose qui peut se passer. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça, mais il y a une chose qui peut se passer, c'est que, et puis je l'ai énormément observé, puisque j'ai beaucoup travaillé dans le domaine du VIH, c'est que savoir que notre sexe peut transmettre une maladie, c'est une expérience qui peut être extrêmement complexe et traumatisante.
C'est-à-dire que, on sait qu'on y prend du plaisir, on sait que c'est joyeux, oui, on sait qu'on peut y avoir des enfants, mais on avait quand même... Puis quelque chose comme l'herpès, c'est compliqué, c'est sournois, enfin, voilà. Je vous le confirme, Donc, il faut que vous arriviez à vous rappeler que ce sexe, en l'occurrence, le vôtre, c'est le même que celui d'avant. Oui. C'est le même. C'est celui qui vous accompagnait quand vous prenez du plaisir. C'est lui qui est en souffrance, c'est pas lui qui vous fait souffrir. Oui, d'accord. Ne vous mettez pas en coupure de votre sexe. Comme si en vous mettant en coupure de votre sexe, vous vous coupez de cette éventuelle maladie ou possibilité de contamination. Ce sexe, c'est vous. Et si vous décidez de l'utiliser, comme le dit Brigitte, il suffira que le partenaire mette un préservatif. Il ne s'agit pas de nier la possibilité de la maladie, mais c'est d'arrêter de transformer votre sexe comme juste un outil de transmission de maladie. Non. Ça reste votre sexe avec lequel vous pouvez prendre du plaisir et énormément de plaisir. Il y a juste une info à intégrer. Comme vous étiez capable de l'intégrer comme une contraception, c'est-à-dire il y avait un outil de contraception à prendre, sinon il y avait un risque de grossesse, et bien là, votre partenaire devra mettre un préservatif pour éviter d'être contaminé. Mais en dehors de ça, c'est que du plaisir qui est promis à cet endroit-là. Oui, en fait, il y a pas non plus, il n'y a pas que la pénétration, parce que pour tout le reste, c'est la même chose. Oui, mais Fabienne, vous savez très bien que quand il n'y a pas de crise d'herpès, il n'y a aucun risque de contamination. Hein, donc, oui, je vais m'enlever ça de la tête. Et surtout, vous n'êtes pas, votre sexe n'est pas un nid d'herpès. Revoyez positivement votre sexe. Réconciliez-vous avec lui. Parce que, oui, j'ai réussi déjà à me remettre avec mes petits jouets. Là, j'arrive voilà. C'est bien. Ça reprend doucement. C'est bien. Parce que même ça, avant, je n'osais même plus. J'ai l'impression que dès le lendemain, j'avais une crise et tout. Oui, mais il est certain qu'il y a un vrai traumatisme. C'est pour ça que je vous avais conseillé la dernière fois le MDR. Mais il y a aussi chez vous quelque chose à comprendre. Ça devait pas m'arriver à moi et ça m'est arrivé, vous voyez. Et ça, c'est toujours important. Vous savez, je vais vous donner un petit exemple. Je vais vous parler de moi. J'aime pas parler de moi, mais de temps en temps, ça peut aider. Moi, la première fois que j'ai fait une chute de cheval et où je me suis cassée, je me disais mais ça ne devait pas m'arriver à moi, c'était pas possible que ça m'arrive à moi, voyez. Donc c'est cette toute puissance qu'on a de croire que nous on va être invincible, nous ça va pas nous arriver. Et quand ça nous arrive, eh bien ça nous met sérieusement mal face à notre toute puissance. Et c'est ça qu'il faut aussi arriver à dépasser. Et là ce que je me dis en plus, je me dis maintenant c'est toute ma vie que je vais avoir ça. C'est ça qui me... vous n'êtes plus invincible, en effet. Mais vous savez, faut aussi revenir sur la réalité de l'herpès. L'herpès, on peut en être porteur depuis très longtemps et qui se réveille à certains moments. Et ça ne veut pas dire qu'on vient juste d'être contaminé. Ça peut juste dire qu'on fait une poussée. Donc, détendez-vous, essayez voilà, ça ne dit rien de votre sexualité, ça ne dit rien de votre sexe, c'est une réalité. Oui, c'est pas agréable, pas plus que c'est agréable d'avoir de l'herpès labial, on a un bouton de fièvre, on évite d'embrasser, on fait autre chose, restez axé sur le plaisir. Et je crois vraiment qu'il faut que vous compreniez que vous n'êtes plus invincible. Et puis bientôt vous serez comme d'autres femmes ménopausées. Et puis ensuite vous serez pleine de rides. Et puis ensuite déjà depuis au moins 10 ans. Donc. Bon, non mais vous voyez, c'est ça qu'il faut aussi accepter, c'est que on traverse des épreuves et puis c'est pas grave. La ménopause, ça s'est passé comme une fleur. J'ai vraiment eu aucun souci. Mais c'est la première fois que l'herpès passe comme une fleur. C'est la première fois, en effet, que votre sexe ne passe pas comme une fleur. Voilà. Oui, il n'est pas content. Non, vous n'êtes pas contente après lui. Oui, c'est ça. Mais oui, non, excusez-moi, c'est très important. Parce que moi, la seule chose que j'essaie de vous dire, c'est d'arrêter de lui en vouloir et d'avoir peur de lui. Et puis de trouver d'autres solutions, comme tout à l'heure disait Virginie. Faire peut-être des massages, faire des choses... Non, mais vous avez envie de prendre du plaisir, tout simplement, et vous y allez.
Mais oui, j'ai envie. Pourtant, Eh bien alors, ça va marcher. c'est la Saint-Valentin demain, on va... Tout un programme. Merci beaucoup. Merci à vous, Fabienne. Au revoir. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Sexo Conseil. Je vous propose d'être tout nu, tout habillé. C'est un petit jeu sexuel, hein? On va se libérer un petit peu. Allez, on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Alors, Philippe Arlin, je propose donc tout nu, tout habillé. Vous savez que les contraires s'attirent, c'est bien connu, et donc c'est une manière assez simple de jouer sur ce principe. L'un d'entre vous reste totalement habillé et l'autre se retrouve tout nu. On peut tirer à pile ou face, hein, pourquoi pas, pour savoir qui va se déshabiller. Et le jeu, évidemment, consiste à pouvoir faire l'amour avec quelqu'un qui est réellement tout habillé. C'est rigolo parce que forcément ça rend la situation un peu comique, ça développe aussi une complicité et une capacité à faire peut-être un peu autrement, hein, voilà, donc il peut être nécessaire de déchirer un peu quelques boutons, un collant, voilà, et le but c'est évidemment de s'amuser, hein, Je valide, ça peut être très drôle, parce qu'il y a effectivement ce rapport aux vêtements qui semble empêche, être l'obstacle, ouais, qui empêche, et là, les intégrer pour se dire, on va faire avec, oui, bien sûr. Après, bien sûr, on peut terminer tous les deux tout nus. Hein. Ah, mais l'autre peut se rhabiller aussi. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on continue avec Nadia qui nous rejoint. Bonjour Nadia. Oui, bonjour Philippe et bonjour Brigitte. Bonjour Nadia. Merci pour votre accueil. Allez-y, on vous écoute. Oui, alors moi je disais donc que je suis abstineuse depuis 2 ans, enfin pas par ma volonté, par voilà, vous êtes seule, oui. Qui veut ça, voilà, je suis seule. Et en fait, au niveau de la santé, je suis en très bonne santé. Alors je ne sais pas si c'est mon alimentation, ma façon de vivre, etc. Mais j'avoue que le sexe me manque quand même. Je reconnais que ça me manque, la chaleur humaine, cette adrénaline, cette endorphine que ça dégage, voilà, ça me manque. Vous avez quand même une activité masturbatoire ou même pas? Très peu. Oui. Là, il faut vous forcer un tout petit peu, je pense. Hein, déjà. L'investir de manière agréable, non pas comme une réponse à des tensions quand elles se présentent, mais comme le choix de prendre un moment d'intimité avec vous-même, en prenant le temps, en choisissant le menu et en se donnant vraiment du plaisir et en se disant de toute façon je le mérite bien, ce corps le mérite bien, en attendant que ça soit un homme qui le fasse, et moi je vais faire tout ce qui est bon pour que ça soit un bon moment. Et pas une réponse comme on peut l'avoir dans certaines masturbations, un peu rapide à une tension et allez hop, on se connaît bien et en 3 minutes on a appuyé là où il fallait et c'est réglé. Ouais, mais ça marche pas. Ça marche pas. Là, c'est on expulse quelque chose, mais on n'accueille pas la dimension de notre sexualité. Justement, je le fais très peu parce que justement, je ne suis pas pour évacuer les stress, des trucs. Justement, je le fais quand j'en ai envie. Mais j'avoue que au début de ma solitude, enfin de mon célibat, oui, je faisais ça souvent, assez régulièrement, voire 1 fois par semaine. Mais aujourd'hui, depuis quelques temps, ça s'estompe tous les 2-3 mois, quoi. Je reconnais que... Oui, mais ça montre d'autant plus qu'il faut vous y remettre, parce que ça veut dire que vous laissez l'appétit un petit peu diminuer. Et c'est embêtant parce que quand même vis-à-vis des hommes que vous pourriez croiser, ça vous rend moins appétissante. C'est-à-dire que, quand je dis ça, c'est une manière imagée d'utiliser les termes. Mais ça veut dire que vous êtes moins la femme qui est sensuelle et qui est ouverte à une sexualité. Alors que vous l'êtes, puisque j'entends bien que ça vous manque et vous aimeriez bien retrouver quelqu'un, mais vous n'allez pas non plus vous jeter dans les bras de n'importe qui. Donc j'entends... Je comprends bien et vous avez raison de vous respecter. Mais peut-être qu'en retrouvant une activité masturbatoire
dans la sensualité, dans le plaisir, dans la belle rencontre avec soi-même, vous allez peut-être rouvrir une porte. Et de le vivre comme un rituel de santé, c'est-à-dire on n'a pas forcément besoin d'avoir une grosse envie pour le faire. On peut vraiment se préparer un petit rendez-vous avec soi-même. Ça peut être se faire couler un bain, ou on prend une douche, on se fait un petit plat agréable, n'importe. On crée l'ambiance, on s'organise, on s'accueille soi-même, et vous allez voir que très naturellement la sensualité, le plaisir va venir. Dans ces cas-là, oui, on peut sortir les jouets si on en a, c'est toujours agréable. Et ce rituel, maintenir ce rituel, c'est entretenir justement l'effet bénéfique de la sexualité sur soi-même, qui ne se limite pas à un rapport avec l'autre. La sexualité, c'est aussi un rapport à soi, une manière de maintenir son corps en vie, vivant. Et c'est important, je ne dis pas tous les jours, je ne parle pas de ça, mais de régulièrement avoir cet instant de bien-être sensuel avec soi. Alors, j'entends ce que vous me dites, mais c'est vrai que moi, là, aujourd'hui, avec le temps, j'en suis où j'ai envie d'un homme, en fait. Pas d'un homme en particulier, parce que autour de moi, j'en ai plein qui ne m'intéressent pas. Mais j'ai vraiment envie d'avoir une relation sexuelle, en fait. Oui, vous appelez votre jouet Pierre, Paul ou Jacques, Nadia, enfin... Nadia, ça ne s'oppose pas, voire au contraire, je pense que de conscientiser ce besoin, sans aller dans des idées de pensée positive, ou peu importe, simplement de le conscientiser et de vivre bien avec, ne peut qu'attirer et faciliter les rencontres. D'accord. Ah bon. Ça ne s'oppose pas. Ne vivez surtout pas cet instant comme, excusez-moi, je vais le dire avec humour, comme l'instant d'une frustrée. C'est pas, faute de mieux, je me masturbe. Non. Je suis quelqu'un qui sait à quel point j'aime prendre du plaisir, à quel point c'est important pour moi. Pour le moment, il n'y a pas d'homme, donc je fais ce qu'il faut, mais je suis complètement ouverte à la rencontre. Oui, parce qu'il va se passer peut-être quelque chose, hein, Nadia. C'est parfois pas par hasard qu'on rencontre pas d'homme, parce que quelque part il y a quelque chose qui a bloqué. Il y a des signaux qui sont pas envoyés. Et le fait de vous remettre dans la sensualité, vous allez peut-être libérer ce qui est bloqué. Et je suis pas en train de dire que c'est ça, hein, mais c'est possible, parce qu'il y a des moments, comme par hasard, on rencontre pas d'hommes qui nous conviennent, et puis par moment on en rencontre plusieurs. Enfin, et c'est pas par hasard. Ou même dès qu'on en a rencontré un et qu'on est bien et épanoui, alors là tout le monde se retourne sur nous. Parce qu'effectivement, il se dégage de nous ce bien-être, et évidemment le bien-être a toujours attiré plus que le mal-être. Donc voilà. Oui, parce que là, c'est calme plat, quoi. Hein, même pas, mais soyez dans votre plénitude. Oui, d'accord. Oui, et puis, encore une fois, méfions-nous de la manière dont on regarde les hommes, bof, parce que parfois, on est très très surpris de ce qui peut se passer avec un homme qui a priori n'est absolument pas attirant et absolument pas sensuellement compatible avec nous-mêmes. Donc c'est dans ce que vous dites, on peut penser aussi qu'il y a quelque chose, il y a un petit rejet comme ça peut-être parce que vous avez eu une mauvaise expérience ou vous n'avez pas plus envie de vous embêter. Enfin, je veux pas vous questionner, c'était pas le but de votre appel, hein. Mais... je crois qu'on est censuré là, hein. C'est totalement inaudible. Je ne sais pas ce que voulait nous dire Nadia. Bon, en tout cas, oui, c'est vrai que la masturbation devrait être une pratique régulière, toujours. Et joyeuse. Et joyeuse, évidemment. Voilà. Merci beaucoup Nadia, et on va faire une petite pause et puis nous allons nous retrouver dans un instant. Avec Philippe Arlin, demain nous parlerons de la Saint-Valentin. Quel sens a-t-elle pour vous? Venez nous raconter votre plus belle ou votre pire Saint-Valentin. Appelez-nous 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Parlin est avec nous, sexothérapeute, et donc nous évoquons la sexualité, ce qu'elle signifie. Elle parle de nous, évidemment, et elle parle du couple aussi, n'est-ce pas, Léa? Bonjour. Bonjour. Bonjour Léa. Bonjour. Alors, par où commencer? Par où vous voulez. Bon, par les préliminaires, c'est peut-être mieux. On va commencer par les préliminaires. Donc, si on répond à la question pourquoi le sexe nous permet d'aller mieux, je répondrai à cela. La chose suivante, c'est que dans l'échange et dans la sexualité, il y a la présence à l'autre et à soi. Il y a dans cette intimité une connexion. Au-delà du plaisir, il y a peut-être une connexion à soi et à l'autre dans un échange de réciprocité qui donne de l'énergie et qui fait du bien biologiquement, psychologiquement et émotionnellement et qui permet d'aller mieux. On est d'accord, hein, je crois. Voilà. Oui, absolument. Je mettrais juste un bémol sur le fait qu'effectivement, est-ce que le sexe pourrait parfois servir de thérapie? Oui, dans la mesure où on se fait du bien et qu'on est dans une complicité et dans un partage sexuel qui nous convient, dans la forme qui nous convient et dans la forme qui convient à l'autre. Et au-delà, je mettrai un petit bémol parce qu'on peut très bien avoir une très bonne sexualité dans un couple et pour autant pas forcément avoir un couple qui va bien, qui dure, parce qu'il y a d'autres paramètres. Voilà. Mais là, ça parle du couple. Là, vous le dites vous-même, c'est le couple qui va pas bien. Ça ne veut pas dire que la sexualité n'aide pas à ce que nous allions bien. La sexualité, c'est pas la clé pour le couple, c'est indispensable, mais vous avez raison, il y a plein d'autres paramètres. Mais la sexualité, en tant qu'outil pour aller mieux et pour son propre développement personnel, ça reste vrai, même si on peut vivre un plein développement personnel dans un couple dysfonctionnant. Tout à fait. Et après, je voulais juste apporter par rapport à des témoignages, des choses intimes qui me sont livrées. Peut-être plus chez les hommes, mais il y a je ne sais pas si c'est vrai. Pour moi, je ne le valide pas comme tel, mais je l'entends. Chez beaucoup d'hommes, l'absence de sexualité dans leur couple, pour eux, s'identifierait à l'absence. Ce serait une traduction d'un dysfonctionnement du couple. Alors, je ne sais pas sur quelle dimension, mais très souvent, on dit, il n'y a plus de sexualité avec ma femme, du coup, ça va plus. Voilà. Et chez les femmes, j'ai moins entendu ça. Oui, mais Léa, je crois que la réponse, elle est très simple à donner. Pour un homme, moi, je parle parfois des besoins nécessaires du couple dans le couple pour quelqu'un. Si la sexualité fait partie des besoins indispensables du couple, si un homme n'a plus ce besoin satisfait, son couple ne fonctionne plus. Mais il y aura un écho au niveau féminin que j'entends moi très régulièrement, c'est il m'aime plus. C'est-à-dire que c'est l'amour qui va être jugé à l'aune de la sexualité. Donc, encore une fois, ça montre bien qu'on fait porter à la sexualité une responsabilité. Voilà, alors que les problématiques parlent avant tout de nous. Donc là aussi, la sexualité va nous amener à révéler quelque chose. Alors c'est là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement à travers la sexualité, et quand on discute aussi, il y a aussi des femmes qui vivent une sexualité qui leur conviennent pas vraiment aussi, ou des hommes aussi. Et donc je pense qu'effectivement, à travers la sexualité, on peut aussi aller à la rencontre de soi et de l'autre, et puis de la palette d'évolution, parce qu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou suivant nos modes de vie, nos périodes de vie, on ne va pas vivre la sexualité de la même manière. Et donc, en soi, ça peut contribuer à une thérapie dès lors que les deux protagonistes... Oui, mais Léa, vous êtes d'accord, quand on rencontre quelqu'un, on se met rarement en couple avant d'avoir eu quelques relations sexuelles. Tout à fait. Donc on sait très bien ce que donne la sexualité avec la personne avec qui on choisit de se mettre en couple. Oui, tout à fait. Bon, donc si cette sexualité-là correspond pas tout à fait à ce qu'on a envie ou à nos pratiques qu'on aurait envie de faire, ça parle forcément de nous. Ça, je suis d'accord, mais je parlais plus sur le fait que dans une vie de couple, on évolue.
Et puis, il peut y avoir chez l'homme, chez la femme, des moments... Mais voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais on a évolué, ça veut dire que notre construction psychique a bougé et a évolué, grâce notamment, entre autres, à la sexualité qu'on a ou qu'on n'a pas. Tout à fait, mais je pense il me semble qu'effectivement, elle peut servir de reflet de notre évolution. C'est exactement ce que j'essayais grâce à cette émission, de faire comprendre à tout le monde. C'est-à-dire que là où on en est de sa sexualité, ça ne parle que de nous et ça révèle où on en est dans notre construction identitaire, dans nos failles, dans nos fragilités et dans nos forces. Tout à fait. Et des priorités qu'on met dans sa vie. Tout à fait. Et puis je dirais même que, je sais pas, je vais prendre mon exemple personnel, on peut évoluer d'une façon, dans une trajectoire, et puis l'autre dans une autre trajectoire. Ça ne veut pas dire que les évolutions ne sont pas bonnes, mais peut-être parfois elles ne sont pas les mêmes. Et du coup, comme vous dites, ça parle de nous, ça parle de notre propre évolution. Et comme il y a toute une dimension dans un couple est durable aussi à partir du moment où il y a une évolution commune. Oui, mais si on a tous les deux une sexualité qui évolue différemment, c'est indispensable à un moment donné de communiquer. Enfin, ça me paraît, vous voyez. Et si on arrive à communiquer, on arrivera à trouver la solution, qui sera peut-être de se séparer, mais on trouvera en tout cas une solution. Et si on reste dans quelque chose qui ne nous convient pas, on se sacrifie. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que de toute façon, le couple devra écrire sa sexualité. C'est-à-dire qu'on arrive dans un couple avec notre sexualité, là où on en est dans notre sexualité. Chacun arrive avec ses demandes, ses blocages, ses envies, ses besoins. Et il va falloir, on y arrive quelquefois, des fois on y arrive moins, ça dépend des couples, mais construire une sexualité qui parle de ce couple. Et ce qui va être intéressant, c'est d'être capable de se rappeler qui je suis moi et quelle est la sexualité du couple, la sexualité de l'autre. Et plus j'arrive à être conscient dans cette équation à 3 éléments, au moins 3 éléments, c'est comme ça que je me développe. Et je suis entièrement d'accord. Je voudrais juste rebondir là-dessus, c'est que en fait, on peut avoir différents partenaires en étant une entité, mais en n'ayant pas la même sexualité, parce que l'autre et soi, on va se définir avec une troisième, c'est-à-dire nous. Et le nous va se jouer différemment sur les interactions, la personne que l'on a. Et donc, c'est jamais la même histoire. Et du coup, la sexualité se construit aussi. C'est-à-dire l'intimité, la sexualité, elle se construit avec l'autre. Parce que c'est pas tout seul, quoi. C'est pour ça qu'une panne parle toujours de la sexualité du couple et pas de la sexualité d'un individu. Et quand on comprend ça, on résout beaucoup de choses. Je suis entièrement d'accord, parce que j'ai rencontré comme ça quelqu'un qui avait une difficulté et en fait, ça ne parlait que d'un événement passé. Et qu'à partir du moment où il y a une nouvelle présence, il y a autre chose, une écoute, une approche, une communication, eh bien, ça change la donne. Et du coup, ça révèle toute une nouvelle palette. Rien n'est impossible. Mais je crois que ce qui est compliqué, c'est qu'on a tendance à penser que notre moi, il est définitivement établi, et c'est valable pour notre psychisme, c'est valable pour nos émotions, et c'est valable aussi pour notre sexualité. Rien n'est figé. Nous sommes des êtres en totale évolution permanente. Alors, évolution parfois vers le haut, parfois vers le bas, hein, mais en tout cas, et c'est ça qui est important. Et forcément, suivant les rencontres qu'on va faire sexuelles, forcément on va évoluer aussi, on va s'améliorer ou se détériorer, et c'est important de temps en temps d'être un peu plus lucide sur là où on en est dans sa sexualité, plutôt que par exemple d'accuser l'autre, ce que j'imagine Philippe Arrin font beaucoup de personnes dans les couples. Hein. C'est toujours l'autre qui a le problème, et donc c'est à l'autre d'aller le régler, mais l'autre ne peut pas avoir un problème indépendamment du couple. Non, et je trouve intéressant, je pense à un couple comme ça qui s'est défini, parce qu'il y a ce qu'on projette, il y a les schémas qu'on voit à l'extérieur, et il y a aussi son propre équilibre dans son couple. Et au sein d'une évolution, à partir du moment où l'homme et la femme, ou le couple en lui-même, parce que ça peut être des femmes, des hommes,
c'est appréhender les phases où ils sont en haut, en bas, et puis se définir dans des moments de crise personnelle. Ça permet une évolution et d'inclure la variabilité de nos vies, parce qu'on est tous amenés, des fois professionnellement, personnellement, quand on est parent ou par plein de facteurs, à avoir des changements, y compris hormonaux, et du coup, l'autre, quand les deux sont impliqués dans le couple, bien, toutes les solutions sont possibles, et c'est à chaque couple de se définir et de partager pour pouvoir suivre la vague et l'ondulation de la vie. Non, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Il faut laisser... La clé, c'est qu'il faut laisser de la place à soi dans son évolution et dans ses changements. Il faut laisser la place à l'autre dans son évolution. Il ne faut rien enfermer, rien figer. Et la sexualité, elle parle de mouvement. Si on la fige, elle se casse. Et voilà, elle parle de souplesse, elle parle de mouvement. Et si moi, j'ai une question par rapport à cela. Est-ce qu'on n'est pas dans notre société, comme la société de consommation, mais aussi dans des modèles qui donne une identification et fige les choses, alors que finalement, individuellement, les personnes ne sont pas si figées que ça, et elles se disent je m'identifie à ça, je ne suis pas normale, il faut que ça rentre dans cette case et pas dans une autre. Est-ce que, voilà, je pose cette question parce que je trouve intéressant de... Bien, vous avez raison, mais c'est valable pour d'autres choses que la sexualité. On aime bien, entre guillemets, être normal. On aime bien ressembler au groupe dans lequel on est. Et c'est vrai que dès qu'on est un petit peu différent, on aura tendance à être un peu plus, peut-être à moins oser montrer sa différence. C'est vrai. Et le travail sur la sexualité commence là, commence par juste accepter nos désirs, nos envies, nos besoins, quelle que soit l'étiquette que les autres pourraient tenter de mettre en fonction de ça sur nous. C'est pas grave. On ne pourra s'épanouir dans sa sexualité que si on est capable de l'accueillir dans ce qu'elle dit, en n'en ayant pas peur, parce que ça n'a rien de définitif. Ça parle d'aujourd'hui. C'est ça, et je trouve très intéressant et important de le souligner. Aujourd'hui, c'est pas demain, et des fois, voilà, comme la vie, elle est faite de vagues, et du coup, d'amener, de laisser les choses se faire, ça permet aussi d'apprécier l'évolution, comme dans tout dans la vie. Hein. Voilà, on a des moments de crise, des moments de doute, des moments de force, et c'est ce que je trouve riche, en tout cas dans le couple, de pouvoir s'investir. Et d'ailleurs, je trouve, Philippe Arlin, la réflexion de Léa me donne envie, pour conclure, de dire tout ça, c'est que on parle toujours d'une sexualité qui évolue. C'est vrai que dans notre monde actuel, en France, parce qu'il y a des pays malheureusement où c'est pas le cas, on accepte à peu près tout dans la sexualité à partir du moment où c'est entre adultes consentants, bien sûr. Et pourtant, on entend quand même toujours autant de gens qui ont du mal à être heureux dans leur sexualité. Donc on voit bien que entre le moment où une société se libère et que le peuple se libère, il faut toujours beaucoup de temps, beaucoup de générations. Mais au moins, la société s'est quand même libérée. La société s'est libérée, mais on continue... On autorise les déviances, mais on continue à considérer que c'est des déviances. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on a évolué, mais il y en a encore beaucoup qui ne jugent pas, tolèrent, mais continuent à considérer qu'il y a un comportement normal et il y en a qui l'est moins. Et je pense que c'est ça qui va devoir continuer à évoluer, mais je trouve que ça avance bien, en tout cas moi dans ce que j'entends, je suis plutôt très optimiste. Je veux dire, sur le plan de la loi, les sexualités diverses et variées sont totalement autorisées. Donc voilà. À partir de ce moment-là, voilà. Après, qu'il y ait toujours des gens qui vont juger que la sexualité qui n'est pas la leur, est une sexualité déviante, ça, voilà. On l'empêchera malheureusement pas, mais on le voit dans d'autres domaines de toute façon. Mais la sexualité ne peut pas échapper au reste. Évidemment, voilà. Évidemment. Bon, en tout cas, merci Léa. Vous voulez peut-être conclure, de dire quelque chose Je voulais juste conclure en rebondissant dessus, en étant plus général, parce que finalement, ça parle de nous et ça parle de nos blessures. Donc, il y a la société qui évolue, et au fur et à mesure où chacun pense ses blessures et trouve son propre équilibre, ça peut permettre aussi après l'harmonie des couples, la sexualité qui se découvre peut-être avec notre nouveau nous qui est pensé des blessures du passé, des générations et des croyances.
aussi. Voilà. Merci Léa. Et puis Merci, juste Léa. pour conclure, moi j'ai envie de revenir sur ce que disait Guy. Hein, c'est un acte gratuit qui fait du bien et qui est très bon pour la santé, donc qui ferait des économies sérieuses à la sécurité sociale. Épanouissons-nous et n'ayons pas peur de nous épanouir dans ce domaine. Voilà, et c'est vrai que sinon, vous êtes là, comme beaucoup de sexothérapeutes, Philippe Arlin, hein, pour aider les gens à s'ouvrir. Hein. On n'est pas obligé d'aller voir un sexothérapeute parce qu'on a vraiment des gros problèmes dans sa sexualité. Parfois, c'est juste un petit caillou dans la chaussure, on l'enlève et ça va mieux. Hein. Pour prendre son pied, il vaut mieux pas de cailloux dans la chaussure. Hein, de toute façon, ça me paraît évident. Bon, en tout cas, merci beaucoup Philippe Arlin. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute à Poitiers, mais que vous pouvez également consulter par Zoom. Tout de suite, vous retrouvez évidemment Alexandre Delperrier, puisque... qu'est-ce que je raconte? Alexandre Delevanne. Ça, c'est des vieux réflexes. Hein. C'est marrant, il y a des noms comme ça qui sont des prénoms qui sont... Bon, bref, Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Excusez-moi, Alexandre. Je suis désolée. Voilà. Et demain, vous savez de quoi on va parler, Philippe Arlin, à votre avis? De quoi va-t-on pouvoir parler demain? Parlons d'amour, Brigitte. N'est-ce pas? Et oui, c'est la Saint-Valentin demain. Alors, moi, j'ai eu envie, parce que tout le monde en parle, ça va être une journée où on va nous rabâcher. Et moi, j'ai eu envie d'évoquer un petit peu la symbolique. Quel sens chacun d'entre nous met dans cette Saint-Valentin. Et bien, on va en parler, et c'est surtout vous, de toute façon, qui allez en parler. Vous allez nous appeler pour nous dire quel est pour vous le sens que vous mettez dans la Saint-Valentin. Et puis on aura peut-être des gens qui trouveront que c'est totalement stupide, qu'il faudrait fêter l'amour tous les jours, et pourquoi pas. Mais c'est vrai aussi. Sûrement. Bon, en tout cas, on en parle demain, et ce sera notre Saint-Valentin à nous. Voilà. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.